Rebonsoir, nous voilà pour la dernière partie du débat sur le terrorisme de notre soirée spéciale à Mediapart. Alors nous avons vu dans la première partie de la soirée ce qu'était le djihad et les djihadistes contemporains. Nous avons donné la parole aux victimes, ou en tout cas aux représentants de celles-ci. Et nous allons voir maintenant comment réformer l'appareil sécuritaire. Il n'y a pas de faille, s'échine à répéter le ministre de l'Intérieur, et pourtant la réalité est là. Interrogée à l'Assemblée lors de la commission d'enquête parlementaire, la secrétaire d'État chargée à l'aide aux victimes, Juliette Méadel, a commencé son intervention en résumant le bilan des mois passés et en expliquant que depuis le 7 janvier 2015, donc depuis Charlie Hebdo, 151 personnes avaient perdu la vie sur le sol français en raison d'attentats. C'est autant de victimes en une année que depuis 1945. Et depuis, la sinistre liste s'est allongée avec les victimes de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Alors, pour essayer de répondre sur quelles sont ces failles que le gouvernement ne saurait voir et comment arriver à y remédier, nous avons invité 4 personnalités qui travaillent à leur manière sur ces questions. Alors, je vais être très impoli, je vais commencer par les hommes. On va commencer par Yves Trottignon. Les spectateurs de Mediapart depuis 3 quarts d'heure ne le connaissent que lui. Donc, ancien analyste de la DGSE, reconverti dans le privé. Alors, Michel Goya, lui, est ancien colonel. Il a travaillé au cabinet du chef d'état-major des armées. Il écrit des livres sur l'art de la guerre et s'époumonne, entre autres, contre celle menée en Syrie. Et vous enseignez par ailleurs l'histoire militaire de la guerre à Sciences Po. Ensuite, le magistrat Antoine Garapon, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, et qui vient de sortir un livre coécrit avec Michel Rosenfeld au PUF, « Les démocraties sous stress face aux défis du terrorisme », tout un programme. Enfin, pour finir, Adrienne Charmet, porte-parole de la Quadrature du Net, et qui, elle, s'époumonne contre les atteintes à nos libertés. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, présenté comme ça, on peut se dire « Ah, ça va être caricatural, il va y avoir d'un côté le représentant, si j'ose dire, des services, le représentant de l'armée qui vont nous dire comment faire et comment cogner sur les méchants, et puis le magistrat et la militante qui vont nous dire « Non, mais il faut défendre nos libertés publiques ». Vous allez voir que si nous les avons choisis, c'est aussi parce que leur discours aux uns et aux autres n'était pas là où on les attendait complètement et qu'ils se retrouvent sur pas mal de points et qu'on peut à la fois tenir un discours de fermeté contre les terroristes et en même temps tenir un discours de respect, de défense de ce que nous sommes, nos libertés individuelles, nos libertés publiques. C'est pour cela que nous avons invité ces 4 personnes. Donc, on va commencer peut-être sur non pas des citations, mais des écrits qu'ont signés à peu près à la même période, c'est-à-dire en octobre 2015, Michel Goya et Yves Trottignon, et qui nous expliquaient qu'il y avait eu certes Charlie Hebdo, et l'hypercacher, mais que malgré l'émotion considérable que cela avait suscité, c'était des attentats qui avaient fait peu de morts en quantité. Je m'excuse auprès des victimes de dire ça, mais qu'au regard de l'histoire récente de l'humanité et de la menace du terrorisme islamique, il y avait eu des attentats de masse et que cela risquait, en toute logique, cela devait arriver sous peu. Vous parliez d'attentats l'un et l'autre, d'attentats dynamiques dans notre pays. Et Michel Goya avait même, le 25 octobre, je cite, intitulé un texte « Le jour d'après la grande attaque ». Et il expliquait pourquoi des attaques massives allaient arriver. Quelques semaines après, c'était malheureusement le 13 novembre. Pourquoi je fais ce petit rappel? Parce qu'on a malheureusement l'impression, et nous-mêmes, journalistes, quand on écrit sur le nouvel attentat qui vient de survenir, à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, ce sont des gens qui sont connus des services de renseignement, les fameux fiches S, mais qui sont souvent aussi bien connus de la justice,
qui sortent de détention dans le cadre d'affaires terroristes. Et on a l'impression, à chaque fois, que tout ce qui arrive était prévisible et qu'on ne l'a pas pu l'empêcher. Alors, Yves, ma question va être un peu brutale et un peu vaste. Pourquoi les services n'arrivent pas à anticiper les attentats ? Je vais répondre très froidement et je ne veux pas que ce soit pris comme une marque de désintérêt ou de caractère glaçant de la chose, mais un attentat, c'est un accident industriel. Les pays occidentaux entretiennent à grands frais des communautés du renseignement, des services judiciaires, ont des codes pénaux parfois adaptés à la menace terroriste, qui sont tous enrichis par les affaires qui se succèdent. Quand un attentat survient, c'est quasiment à chaque fois l'accumulation de petites erreurs, en fait. Face à une menace très évolutive comme celle des groupes djihadistes, que ce soit Al-Qaïda, l'État islamique, ou des mouvements locaux comme AQPA ou AQMI, la complexité elle consiste à la fois à comprendre l'évolution des groupes auxquels on a affaire, d'avoir le fameux coup d'avant dont les militaires ne cessent de parler pour anticiper les mouvements de l'adversaire. Ça veut dire qu'on s'adapte, on comprend ce que l'ennemi fait, qu'on peut éventuellement prévenir ou réagir très vite. Et ça veut dire qu'on a, à chaque fois, organisé une montée en puissance cohérente. Tout à l'heure, je pense qu'on parlera de la loi sur le renseignement. Quand on augmente le recueil de renseignements techniques et qu'on ne fait pas augmenter le nombre d'analystes ou d'enquêteurs dans les services de police, on avance d'un seul coup, on invente le DAU du contre-terrorisme, on avance à flanc de montagne. Et donc, quand on se retourne, on tombe. Parce que d'un seul coup, on a tout le renseignement technique, et puis on se rend compte que toute la chaîne policière, judiciaire, administrative qui est derrière ne suit pas, est débordée, ne comprend pas. Donc quand un attentat a lieu, c'est quelque chose à rater. Et en général, c'est plusieurs choses qui ont raté. Et on a commencé à plusieurs reprises aujourd'hui par parler de la pas de faille. Bon, la remarque est attendrissante parce qu'on sent bien qu'il faut défendre une communauté du renseignement qui est fragilisée, qui travaille d'arrache-pied de façon extrêmement sincère, de façon vraiment acharnée. En même temps, on se rend bien compte que, manifestement, quelque chose ne fonctionne pas. C'est peut-être pas quelque chose de très grave, mais il faudrait ouvrir le capot et regarder à quel moment le moteur ne fonctionne pas. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on ait soulevé le capot. Justement, on va essayer de le faire. Et il convient de préciser, effectivement, il ne s'agit pas de faire un mauvais procès aux hommes et aux femmes qui travaillent dans les services de renseignement. Ils font à l'heure actuelle le métier probablement le plus difficile qui soit, vu que leurs échecs s'écrivent en grand et en gros titres dans nos médias, et que leurs réussites font des brèves. Mais justement, vous avez commencé à dire, et ça revient quand même très régulièrement, vous-même vous l'avez écrit, d'autres, même John le Carré récemment, dans la campagne promotionnelle de son livre, a dit « mais les services de renseignement actuels, j'ai l'impression qu'ils ont trop d'informations et qu'il faudrait commencer par arriver à analyser ». Nous-mêmes, on a mené une enquête sur les services de renseignement il y a quelques mois, et on nous disait « mais les informations, on les a ». C'est qu'à un moment, si on a 1 million d'informations, j'exagère, il va falloir du temps pour arriver à trier le bon grain de livret. Si je peux me permettre de filer la question, toujours pour Yves Trottignon, alors vous n'êtes pas le porte-parole des services de renseignement, il ne s'agit pas de faire peser sur votre discours la défense d'une communauté attaquée, et ça n'est en plus pas du tout notre propos. Mais par rapport à notamment le travail qu'on a fait, alors on n'est pas arbitre des élégances, mais on a pu identifier quand même un certain nombre de problèmes qui semblent assez partagés dans le constat. Une forme de chaos administratif, plusieurs services qui parfois ne communiquent pas toujours très bien entre eux, des échelons différents, des états-majors supervisés par des états-majors qui supervisent plus. Bon, c'est très compliqué, la hiérarchie administrative et politique. Alors il y a la guerre des services, la guerre des polices, des baronnies. Bon. Premier point, le chaos administratif. Deuxième point, vous l'avez un peu dit, une sorte de mirage du tout technologique. C'est-à-dire, est-ce que, je pose la question, on a trop négligé le renseignement humain, comme on dit, à une certaine période du travail des services de renseignement français, et qu'on a trop misé sur la technologie, les écoutes, les interceptions, alors que l'humain ne se modélise pas, quand bien même on a beaucoup de matière. Et dernier point, ça c'est plusieurs magistrats, alors on prendra le sentiment et commentaire d'Antoine Garapon sur la question peut-être, qui nous ont dit, de magistrats antiterroristes, parfois dans les services de renseignement, on a l'impression que nous, la justice, on est vu comme la dernière roue du carrosse. On est mis dans la boucle au dernier moment. Or, jusqu'à preuve du contraire, en démocratie,
C'est nous qui pouvons arrêter, c'est nous qui pouvons enfermer, c'est nous qui pouvons juger, condamner et priver de liberté. Est-ce que ce constat est un constat biaisé, faux, parcellaire, par rapport à la réalité que vous avez connue et que vous connaissez et que vous chroniquez aujourd'hui? Il y a deux contre-terrorismes. Il y a le contre-terrorisme qu'on exerce en état de droit, en démocratie, sur un territoire en paix, celui dont on va parler, celui où la justice est maillon essentiel, juge et condamne, ou juge et relaxe. Et puis il y a le contre-terrorisme de guerre, celui dont parle Michel Goya, qui consiste à poursuivre un adversaire qui, lui, ne fait pas de différence entre les territoires. Al-Qaïda, l'État islamique, agissent de la même façon avec les mêmes personnels en France et en Syrie. Donc la difficulté pour un État de droit, c'est de parvenir à avoir une stratégie contre un adversaire et à la décomposer en fonction des territoires. Ici, c'est l'État de droit, là-bas, c'est la guerre. Si c'est la guerre, c'est la guerre. Si c'est l'État de droit, c'est l'État de droit. Et on maîtrise sa violence. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement le cas. On se souvient du président parlant dans la nuit du 13 au 14 novembre dernier et annonçant quasiment qu'on allait raser la Syrie. Alors qu'on comprenait l'émotion, la nécessité militaire éventuellement de frapper l'État islamique. Est-ce qu'il fallait réagir si vite et tomber dans tous les pièges? On parlait à M. Saline il y a un quart d'heure, la question est posée. Est-ce qu'on a négligé le renseignement humain? Alors, ayant quitté l'administration il y a une dizaine d'années, je ne vais pas en parler très doctement, mais le renseignement français, culturellement, fait de l'humain, les services de renseignement intérieur ou extérieur. La technologie, elle est là, elle est puissante, elle est dans certains cas déterminante. On a certainement négligé ponctuellement certaines menaces, on a pu éventuellement s'aveugler sur certains phénomènes. On ne dira jamais assez à quel point la DGSE, certains de la DGSE en 2001 ne croyaient pas à Al-Qaïda jusqu'au 11 septembre. Donc là, des réveils brutaux dans les matinées du 11 septembre 2001. Et à quel moment on a pu éventuellement tarder à prendre la mesure des phénomènes des volontaires occidentaux partant vers la Syrie. Bon, ce ne sont pas que des querelles d'appareils, c'est aussi des décisions, des visions idéologiques qui ont des conséquences après sur ce que les militaires appellent la dimension de la mobilisation. Est-ce qu'on fait un effort là? Est-ce qu'on fait un effort ici? Qu'est-ce qu'on veut produire comme effet? Je pense qu'il ne faut pas tomber dans la caricature disant la technologie c'est mal ou c'est bien, le renseignement humain on l'a négligé. On a certainement à un moment donné, et on ne cesse de le dire ce soir, péché par manque de vision et on a peut-être un peu tâtonné sur certains sujets, à mon sens. Et on l'a vu, il y a eu des travaux parlementaires. On a évoqué tout à l'heure la commission d'enquête post-attentat qui faisait des propositions. Des propositions aussi de refonte d'organigramme. On a beaucoup parlé de guerre de service. On ne fera peut-être pas tout le détail ce soir parce qu'il nous faudrait une très longue soirée. Mais la réponse du ministre de l'Intérieur aux propositions de la commission, ça a été de les évacuer quasiment dans l'heure. On ne peut pas l'accuser de biaiser. Et de dire aussi, c'est une des postures du gouvernement, dire on est en pleine guerre, entre guillemets, et on ne va pas changer tout parce qu'on désorganiserait. Là, je m'adresse peut-être tant à Michel Goya qu'à Yves Trottignon qui connaissent les services. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que effectivement changer quelque chose dans un sens ou dans l'autre, mais réorganiser les services en pleine bataille, ça serait dangereux, ça serait contre-productif, ou au contraire, quand quelque chose fonctionne mal, en tirer les enseignements? Ça s'appelle s'adapter. J'ai écrit également un livre sur la Première Guerre mondiale et je montrais que l'armée française n'a jamais cessé de s'autocritiquer, de changer et d'accepter la critique interne. C'est-à-dire sans critique, il n'y a pas d'adaptation. Ou il y a une adaptation institutionnelle beaucoup plus lente. Là, ce à quoi on assiste, c'est à une inertie absolument phénoménale de nos institutions. Les premiers prémices, à ma connaissance, des attaques du 13 novembre doivent dater de septembre à peu près. Donc on peut estimer qu'il aura fallu 3, peut-être 4 mois pour préparer cette attaque. Pour faire changer simplement les règles d'engagement des militaires engagés par Sentinelle qui date de janvier. Il faudra attendre juin de 2016, c'est-à-dire plus d'un an et demi. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur les mêmes tempos, sur les mêmes rythmes. On est face à un adversaire qui s'adapte plus vite que nous.
tout simplement. Et la vitesse d'adaptation, c'est un critère essentiel de la réussite de la victoire, on va dire, tout simplement. Et nous sommes très mauvais, très clairement, dans ce domaine. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable pour une fois. Le gouvernement dit, mais attendez, on a fait plein de lois là-dessus. On a fait la fameuse loi renseignement qui a beaucoup fait polémique au printemps 2015. Et ce que nous l'avons fait à la demande des services. Adrienne Charmet, vous avez exprimé votre opposition contre cette loi, entre autres, pour clarifier les choses pour les gens qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cette loi renseignement et à toute cette volée législative? Oui, il y a la loi renseignement, il y a la loi antiterroriste de 2014 qui a été promulguée le 13 novembre 2014, et puis il y a l'état d'urgence, l'extension de l'état d'urgence, la réforme de la procédure pénale qui s'est terminée en juin, la reconduction de l'état d'urgence en juillet avec un élargissement. Enfin, autant peut-être sur le plan militaire ou du renseignement, il y a une inertie, autant sur le plan législatif, c'est l'inflation, au contraire, avec des propositions de loi. Alors ça c'est les lois qui ont été votées, qui sont arrivées au bout de leur processus législatif, mais des propositions de loi sortant au Sénat ou à l'Assemblée, notamment de l'opposition, des Républicains, il y a eu un moment, c'était tout le temps. Même nous, on n'arrivait plus à suivre, en fait, les propositions de loi. Et pour faire abandonner certaines propositions de la droite, la gauche les reprenait dans un autre projet de loi. Et on a reproché à ces lois, si j'essaye de faire une critique rapide et globale, soit des mesures qui nous semblent dérisoires ou inadaptées ou inefficaces et pour autant problématiques parce qu'elles instaurent des types de raisonnement, des types de sanctions qui nous semblent problématiques, typiquement le blocage administratif de sites internet faisant l'apologie du terrorisme. Opérationnellement, je pense que ça n'a pas un effet très très intéressant. Il y a une 50aine de sites qui ont été bloqués depuis 2014, fin 2014. Mais ça inscrit dans notre droit la possibilité pour le ministère de l'Intérieur, les services de police, de passer sans aucun contrôle judiciaire, de demander le blocage de certains sites Internet, avec les effets de bord. Par exemple, il y a quelques semaines, on a vu un blocage de tout Google et tout Wikipédia en France parce que Orange s'est planté de liste le matin où ils ont mis leur liste à jour. Bon, on nous dit non, vous inquiétez pas, ça n'a aucun impact sur la liberté d'information. Et puis, quand ils se plantent, on voit ce que ça donne. Donc voilà, ce type de mesures inefficaces qui font de l'affichage, on va bloquer la propagande terroriste, ça bloque probablement pas grand-chose. Et puis à côté de ça, par exemple pour la loi renseignement, une loi présentée comme une grande refonte des procédures de contrôle du renseignement, d'autorisation du renseignement, qui ont consisté globalement à légaliser tout ce que les services demandaient ou qui faisaient déjà de manière illégale, sans qu'il y ait de réflexion vraiment de fond sur la pertinence, la stratégie, l'impact sur les droits fondamentaux. Dans les études d'impact des projets de loi, il n'y a jamais d'étude de l'impact d'une mesure de surveillance ou d'une mesure d'une aggravation pénale ou quoi que ce soit sur les droits fondamentaux de l'ensemble de la société. On nous a vendu cette loi comme étant une loi qui contrôlait les services de renseignement. La réalité est beaucoup moins jolie que ça. Il y a des procédures de contrôle a posteriori, mais avec très peu de moyens pour la commission qui est chargée de contrôler, très peu de moyens en hommes et puis légalement. Et ensuite, l'état d'urgence, bon, on peut éventuellement comprendre la déclaration de l'état d'urgence, pas forcément sa prolongation, on en est à 1 an là d'état d'urgence, qui a plus d'efficacité dans la lutte antiterroriste directe, et ça je crois que tout le monde le dit, mais qui devient un truc impossible à arrêter. Parce que si demain il y a un attentat alors qu'on a arrêté l'état d'urgence, c'est exactement ce qui s'est passé le 14 juillet. D'autant qu'il y a une porosité dans la loi aujourd'hui. Et alors voilà, l'état d'urgence, c'est inscrit dans la réforme de la procédure pénale qui a été discutée au printemps 2016. Et la quasi-totalité des mesures de l'état d'urgence, notamment le retrait du juge judiciaire au profit du juge administratif, c'est un peu compliqué à comprendre, mais globalement, ça veut dire qu'on a une justice beaucoup plus administrative, avec certainement des problèmes du côté de la défense. Ces mesures-là s'installent progressivement dans notre droit. On sait qu'on ne reviendra pas en arrière. On sait que ça a un impact sur tout un tas de libertés publiques ou de libertés individuelles. Et quelle que soit l'efficacité dans la lutte antiterroriste, on sait qu'on ne reviendra pas en arrière. Qu'au prochain attentat, pour faire quelque chose, on risque d'avoir encore une aggravation. Et
à la Quadrature du Net, on est extrêmement inquiet de cette avalanche. On sait qu'on est parti pour une période troublée où il risque d'y avoir des attentats et qu'on ne peut pas répondre à chaque fois par une aggravation systématique de la loi. Je ne résiste pas au plaisir de vous narrer une petite anecdote qu'on a documentée dans Mediapart sur les dérives d'un état d'urgence qui s'installe dans la durée, étant entendu que l'état d'urgence dans les jours qui suivent le 13 novembre, je crois que personne ne peut le contester. On a eu des témoignages de policiers, dont un qui témoignait à visage découvert, témoignages de policiers travaillant en renseignements territoriaux, donc ce qui a remplacé les RG, pardon. Et on nous explique que dans les nuits qui suivent le 13 novembre, le chef de service de l'antenne locale réunit ces hommes et leur dit « Bon, les gars, 4 perquisitions par nuit. Donc, il faut trouver des gens. Donc, on va trouver d'abord les islamistes radicaux, mais ce n'est même pas ceux les plus importants, les plus sérieux, parce que ça, on les laisse à la DGSI sur des enquêtes longues traditionnelles. L'état d'urgence s'installe dans la durée, les mois passent, et le chef de service rappelle ces hommes et leur dit « Bon, il faut tenir dans le temps médiatique, je ouvre les guillemets, maintenant, on passe à 2 par nuit. » Et les policiers de nous raconter qu'à la fin, ils appelaient les commissariats en disant « Bon, là, on n'a plus personne. Ah, bah, il y a un tel qui nous a embêtés quand on l'a interpellé, il y a tel autre qui n'a pas pris de compte auprès des juges, on va aller casser sa porte. » Voilà les petites dérives très concrètes que vous pouvez... Mais on a documenté, après l'installation de l'état d'urgence, on a documenté avec l'aide de pas mal d'internautes tout ce qui sortait dans la presse sur les perquisitions, et ça a beaucoup tourné sur Internet. Je crois que ça a marqué les gens, ce type de choses. Et on s'est rendu compte, en fait, que... les comptes rendus, la responsabilité que le ministère de l'Intérieur se donnait sur l'état d'urgence, c'était de pouvoir faire des points avec des chiffres. Et qu'il fallait que les chiffres montent. Un objectif statistique. Voilà, on est dans de la pure statistique. Et ça, c'est assez terrible quand l'efficacité d'une politique se résume à avoir des chiffres qui montent régulièrement. J'ai regardé cet après-midi sur le site de l'Assemblée nationale où il y a une commission qui est censée contrôler l'état d'urgence. Depuis juillet, on a 10 procédures judiciaires qui ont été ouvertes dans le cadre de l'état d'urgence, sachant qu'on n'a aucune idée de l'importance. La semaine dernière, un type a été condamné à Dijon pour avoir rebaptisé son Wi-Fi Daesh 21. Est-ce que ça rentre dans les statistiques? Est-ce que c'est une affaire antiterroriste ou pas? On a finalement une communication des chiffres qui tient lieu de politique, en tout cas pour le grand public, et pour les citoyens, pour les électeurs, pour les gens à qui ils ont à rendre des comptes. Et ça, nous, on ne peut pas se contenter de ça. Alors, une question pour le magistrat, Antoine Garapon. Donc, vous êtes l'auteur d'un livre passionnant, vraiment, avec Michel Rosenfeld, Démocratie sous stress, c'est aux presses universitaires de France, les défis du terrorisme global. Bon, c'est un peu la quadrature du cercle, votre affaire, quand même. Parce que vous nous dites que le terrorisme, c'est votre expression, ça déchire notre quotidien, et qu'il y a un paradoxe de la réponse. C'est votre expression avec votre co-auteur. Grosso modo, vous nous dites la prison, au lieu de punir et de réinsérer, elle aggrave le phénomène. Dans la lutte, on ne s'attaque plus à la matérialité des faits, mais aux signes, ce qui pose un défi cognitif et philosophique aux magistrats. Et nous sommes dans des réactions qui aggravent en fait le mal. Bon. Comment on sort de cela quand on est respectueux de l'état de droit, qu'on considère que dans une démocratie, comme on l'a déjà dit, c'est quand même le juge, parce que garant des libertés, avant d'être celui de la répression, le juge, c'est celui qui enferme, c'est celui qui enquête, c'est celui qui inculpe, c'est celui qui condamne. Là, on peut se trouver démuni intellectuellement. Qui condamne pour des faits qui se sont passés. Et la difficulté qu'on a, Yves Trottillon disait qu'il y a à la fois une guerre et à la fois un problème sur le territoire national, qui répondent à 2 logiques tout à fait différentes. Et les attentats sont tellement traumatisants, tellement stressants, qu'on demande aux juges de condamner des gens avant qu'ils commettent l'attentat. Alors, c'est quasiment impossible, parce que ça veut dire qu'on va multiplier les délits écrans, des délits écrans comme le fait de vouloir partir, de consulter des sites, de contacter quelqu'un, et qui finalement vont être surréprimés parce qu'on est dans une logique d'empêcher l'attentat.
Alors, il me semble que le choix qu'a fait notre pays est un choix auquel je souscris. C'est de traiter de manière judiciaire un problème qui est de nature stratégique. Dans tous les conflits, on a le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens de la zone grise, des gens qui sont potentiellement dangereux. Ça a donné lieu à des arrêts d'ailleurs célèbres de la Cour suprême des États-Unis. Je pense tous les Américains d'origine japonaise qu'on a bloqués, 70 000 quand même, dans le centre du pays. C'était les camps de rétention administrative pendant la guerre d'Algérie. Et là, on voudrait demander aux juges de faire la même chose. Et c'est ça la difficulté. Alors, et dans des prisons surpeuplées, qui posent des problèmes nouveaux de contrôle de ce qui se passe. D'école du terrorisme. Oui, d'école du terrorisme ou de regroupement. Les terroristes ont un problème majeur de coordination entre eux. Et donc, il ne faut pas favoriser cette coordination. Et il faut au contraire les séparer au maximum. Parce que le loup solitaire n'existe pas. Non, il n'existe pas, mais on est devant ce qu'on disait dans le premier débat, que je trouvais ça très intéressant, c'est-à-dire un terrorisme de masse, où il y a la rencontre entre une problématique individuelle et un recrutement. Et donc, sur le recrutement, la justice peut intervenir avec des moyens tout à fait différents que la problématique individuelle. Et donc, toute la politique va consister à mettre le moins possible en prison ceux qui ont un tout petit contact avec une filière djihadiste, proposer autre chose. Ça, c'est ça le véritable enjeu, inventer autre chose. Parce que la prison, c'est du très court terme et on sort toujours de prison. Les juges ne peuvent donner que des peines à temps. C'est des peines de 2 ans, 4 ans, 5 ans. Si on est dans un terrorisme long, ce qui semble malheureusement s'annoncer, ça veut dire qu'on va avoir des sorties sèches, comme disent les juges, c'est-à-dire une sortie non préparée et qui n'est pas ensuite sans contrôle. Il y en a déjà d'ailleurs depuis 1 mois ou 2. On a des sorties sèches, et alors c'est pire que tout, parce que ce sont des gens qui ont le sentiment, parfois justifié, d'avoir été surcondamnés ou d'avoir été condamnés pour des choses, dans le fond, qu'ils n'ont pas faites. Ils ont voulu partir en Syrie, oui, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait en Syrie, d'autant qu'ils n'y sont pas allés. Et donc, d'augmenter le niveau d'insécurité. Voilà, ça c'est la difficulté de la justice. Comment s'en sort-elle ? Eh bien, elle essaie, mais c'est très difficile, de ne pas répondre systématiquement par la prison, avec les risques que ça comporte pour les gens qui ne vont pas en prison, qu'on peut retrouver dans une affaire comme Saint-Étienne de Rouvray. Et c'est un risque qui est évident. Alors, il y a l'état de droit, puis il y a l'état de guerre. Je viens vers vous, Michel Goya, parce qu'on est dans cette rencontre, cette sorte de double temporalité. On est en guerre, mais dans un état de droit. On est en guerre sur des théâtres extérieurs. Bon. Quel regard vous avez sur ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si l'expression est juste, vous me direz, mais une sorte d'antiterrorisme aérien, de bombardements, comme ils sont déclenchés d'ailleurs dans la nuit même. Si on se rappelle bien, la nuit du 13 au 14 novembre, on allait fermer les frontières, c'était annoncé par le président de la République, et on envoie la troupe bombarder. Bon. Est-ce que d'un point de vue... Vraiment, parce qu'on a le souci de l'efficacité. Ma question porte sur l'efficacité. Également sur la défense des libertés, le droit, il y a même un droit de la guerre. Bon. Est-ce que c'est efficace cet antiterrorisme aérien? Globalement, non. Tout seul, non. Il faut bien comprendre que l'emploi de la force armée obéit d'abord à une logique de démonstration, de réaction. Quand vous avez un attentat en France, vous avez le cycle maintenant, attentat, conseil de défense, et puis le porte-parole qui annonce une série de mesures. Voilà. Et globalement, plus qu'une stratégie, on a plutôt un empilement de réactions, véritablement, dans le domaine législatif, mais aussi dans le domaine militaire. Dans le domaine militaire, on va accumuler globalement les opérations. Donc on a des opérations, on s'est engagé au Mali, cette opération s'est étendue à l'ensemble du Sahel, l'opération Barkhane. On s'est engagé en Irak et au Levant, et puis ensuite on s'est engagé sur le territoire métropolitain. Donc on a empilé les opérations diverses, avec, on en reparlera peut-être, mais on peut en parler tout de suite, une efficacité sur l'ennemi qui est tout à fait relative. Globalement, tout cet ensemble, ces 3 opérations, ça correspond à ce qui est prévu dans le livre blanc de la défense, qui est la Bible écrite juste quelques mois avant
et qui définit l'engagement majeur. L'engagement majeur, c'est voilà, c'est le maximum qu'on est capable de faire. Alors, quand on fait le total de toutes ces 3 opérations, on est au niveau de l'engagement majeur. On est au maximum, globalement, de ce qui est prévu pour l'engagement militaire. Il faut expliquer à nos spectateurs, c'est que vous tenez un blog qui s'appelle La Voix de l'Épée, et vous avez fait récemment, vous avez quantifié ça dans un post qui peut faire ou rire ou pleurer. Vous l'aviez appelé 1 million d'euros le djihadiste. C'est-à-dire, vous avez coûté combien ça coûtait l'engagement militaire français par djihadiste neutralisé. Quand je dis neutralisé, c'est pas forcément tué, ça peut être aussi juste mis hors d'état de nuire. Mis hors d'état de nuire. Combien ça coûtait? Et vous voyez, alors de mémoire, je crois que ça fait 1 milliard pour l'année 2015, 1 milliard d'euros. Et environ 1 millier de combattants, pour l'essentiel de l'État islamique, mis hors de combat. Donc voilà, vous faites le ratio, c'est 1 million d'euros. Nous dépensons 1 million d'euros pour éliminer un combattant de l'État islamique. Voilà. Et pour le coup, d'ailleurs, l'emploi de l'armée aérienne, c'est un emploi relativement coûteux. Mais moins coûteux finalement que l'opération Sentinelle, qui elle ne sert pratiquement à rien, sinon à titre démonstratif, encore une fois, et qui coûte de l'argent. Ce Vigipirate Sentinelle, au total, depuis 1995, ça n'a empêché aucun attentat, sinon on le saurait, on s'en serait vanté. Hein. Ça n'a pas été le cas. Je vous posais la question. Ça a coûté 700 millions d'euros, par exemple. Par rapport à ce que vous dites, je posais la question un peu peut-être du citoyen lambda. On a l'impression, avec ce que vous décrivez, qu'il y a une disproportion absolument effarante. Alors je crois que vous inquiétez pas, hein, c'est un problème technique. Disproportion effarante qui existe entre la force effective des terroristes, et les moyens que nous déployons militairement pour les bombarder, avec, vous dites, une inefficacité manifeste et un coût global vertigineux. Enfin, oui et non. Le coût global de ces 3 opérations, c'est 0,045% du PIB. Bon. Comme mobilisation générale, on fait mieux. On a fait mieux dans le passé. Hein. Voilà. Vous donnez aussi un autre chiffre qui est très parlant pour nous. C'est les simples subventions à la SNCF représentent 11 fois ce que nous consacrons à la guerre contre les organisations djihadistes. Oui, bien sûr. Alors quand le président de la République dit « je m'engage devant vous à tout mettre en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques », je cite ces mots, c'est faux. Et il ment. Il ment. En fait, voilà, même l'opération contre l'État islamique, là je reviens sur votre question, qui est essentiellement une opération d'appui aérien, il y a aussi de la formation au sol, de troupes irakiennes, mais enfin, nous serions tout seuls, Français, à combattre l'État islamique. Au rythme actuel, il nous faudrait 43 ans pour détruire les forces actuelles. Oui, parce que dans les bombardements, ce qu'il faut dire, dans les bombardements de la coalition, nous, on est... c'est dérisoire. Dérisoire peut-être pas, mais on est marginal. C'est marginal. En gros, voilà, l'action militaire de la France contre l'État islamique, c'est 4 bombes par jour. D'accord. Voilà. Bon. Depuis, et encore, on a augmenté. Longtemps, c'était 2 bombes. Sur un territoire grand comme le Royaume-Uni, si vous voulez, pour situer à peu près l'efficacité. En gros, donc on l'aura compris, vous ne désapprouvez pas le fait que la France soit en guerre en Syrie, mais vous dénoncez, d'un point de vue très opérationnel, le fait que cette guerre soit mal menée, en gros, si je schématise. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait pour être efficace? Cette guerre contre l'État islamique, c'est la première de toute notre histoire où 100% des pertes humaines sont des pertes civiles. Il n'y a pas un soldat français qui a été tué ou blessé contre l'État islamique. Alors, je ne souhaite pas que des soldats français soient tués ou blessés, mais ça montre le degré, malgré tout, le degré de risque, on va dire, le degré d'engagement que l'on a dans cette affaire. Quand vous parlez des pertes civiles, c'est les victimes des attentats sur le sort du territoire. On s'est engagé dans cette opération, très clairement, j'avais cité cette expression, avec la fleur au fusil, mais avec une grosse fleur et un tout petit fusil. C'est nous qui avons déclaré la guerre à l'État islamique, qui existe sous ce nom depuis 2006. L'État islamique mettait à feu et à sang Bagdad et une bonne partie de l'Irak en 2006 et en 2007. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé à ce moment-là. Là, on a décidé d'entrer dans cette nouvelle coalition. Et c'est qu'après, les attentats ont commencé. Donc c'est nous qui avons déclaré la guerre à l'État islamique. Mais on a fait, dans cet engagement, on a fait un engagement de présence diplomatique. On s'est vanté d'être le second contributeur. Il fallait en être. Maintenant, notre impact militaire, il était très limité. Alors si on veut vraiment avoir un impact militaire qui soit au moins à la hauteur
de l'impact du défi de l'État islamique contre nous, des attentats, il fallait s'engager un peu plus, tout en restant globalement dans la même stratégie, qui est une stratégie d'appui aux forces locales, irakiennes en l'occurrence. On aurait pu... on s'est limité, voilà. On s'est limité parce que les Américains se sont limités eux-mêmes. On parlait de l'emploi de la force aérienne. Pourquoi est-ce qu'on emploie des moyens aériens ? Parce qu'aux États-Unis, si vous employez autre chose, si vous commencez à employer des soldats du US Army ou des Marines, c'est la guerre. Pour eux, c'est la définition de la guerre, c'est ça. Et donc, et ça signifie vote du Congrès. Si on ne veut pas de vote du Congrès, on reste dans quelque chose de très indirect, où on va utiliser des moyens de frappe à distance, et c'est de la puissance aérienne. Or, la puissance aérienne, on peut faire des tas de choses, mais elle a quand même de très grosses limitations, de point de vue purement tactique, d'un point de vue militaire. À cet égard, ce que l'on fait au Sahel, nous, Français, on n'a pas du tout ces mêmes limitations institutionnelles, du point de vue militaire. Le président de la République peut engager la force très facilement, peut-être trop facilement, hein, d'où la tentation de faire une démonstration de stature d'homme d'État en engageant l'armée dans les rues, par exemple, sans aucun débat. Donc il est très facile pour le président de la République d'engager la force et d'engager tous les moyens qu'il veut. Donc au Sahel, nous engageons tous les moyens que nous voulons. Limités, globalement, mais en termes militaires, en termes d'efficacité militaire, il y a on emploie les hélicoptères d'attaque, on emploie des troupes au sol, on emploie tout ce que l'on veut, tout en restant dans une stratégie d'endiguement et d'appui aux forces locales. Bon, on aurait pu faire la même chose. Et on a engagé très récemment une batterie de 4 canons. Bon, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ? Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ? Si tous les moyens étaient vraiment mis en œuvre, pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Il y a une distorsion. Oui, il y a une distorsion entre le discours, entre le discours et la réalité du combat que nous menons militairement. Alors, la guerre, c'est une chose, on ne peut pas la faire sans le renseignement. Bon, service de renseignement, Yves Trottignon, je me tourne vers vous. Tout à l'heure, quand on avait la discussion sur la défense des libertés publiques, également au nom de l'efficacité, si je comprends bien ce que vous avez dit, Yann Charmet, la justification de cette épidémie législative suite à ce qui nous est arrivé, c'est de dire, mais oui, mais enfin nous, si on fait tout ça, c'est parce que les services nous le demandent. Bon. Est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que vous venez de la communauté du renseignement, comme on dit, la loi renseignement, vous vous y retrouvez, y compris d'un point de vue opérationnel ? Le terrorisme, c'est politique. Le contre-terrorisme, c'est politique aussi. Donc, tout à l'heure, Adrienne Charmet disait très justement que l'agitation législative, alors on pourrait parler d'agitation, de façon un peu péjorative, c'est aussi une façon de dire on fait des choses. Là, c'est péjoratif. Faire des choses, ça ne suffit pas. Il faut qu'elles soient efficaces, qu'elles aient été pensées. Alors, effectivement, les services, la communauté du renseignement avait une shopping list qui, dans certains cas, était très légitime, effectivement. Dans d'autres cas, il y a eu... sans dire de lobbying, mais il y a eu des biais presque industriels en disant on va essayer ça marche plutôt bien, c'est commode. Il y a effectivement eu des points très embêtants, comme de légaliser par un vote des choses qui étaient illégales la veille. Oui. C'était illégal. C'était le discours officiel. Excuse-moi, effectivement, c'était illégal. C'était pas illégal, mais c'était illégal. Alors, la nécessité, moi je l'entends, je pense que Michel Goyard l'entend aussi, la nécessité. L'efficacité, sans être inutilement critique ou injuste, je ne suis pas nécessairement convaincu par l'efficacité qu'on a pu observer depuis un an. Ce qui ne veut pas dire que les mesures qui ont été prises étaient illégitimes. Ça veut dire qu'elles n'ont peut-être pas été prises correctement ou appliquées correctement ou en tout cas pensées de façon cohérente. Tout à l'heure, je parlais du fait que beaucoup de renseignements et pas d'analystes, ça ne sert à rien. Les policiers français vous disaient avant la Coupe d'Europe de football au printemps, on arrête beaucoup de gens, on arrête tellement de cibles qu'on n'a pas le temps d'enquêter. On n'a pas le temps de travailler sur le renseignement technique, les débriefings, le renseignement humain. Donc on arrête des gens. Alors après, les autorités politiques vous répondent, et elles ont raison, la menace est tellement élevée, on ne peut pas se permettre de mitonner quelque chose parfaitement pour après devoir répondre aux accusations de laxisme, incompétence, que bien entendu tout le monde se jettera à la figure, parce qu'on est dans un pays quand même qui passe ses journées à s'envoyer des trucs à la figure sans jamais poser froidement. Je mets au défi quiconque de me donner demain une définition du djihadisme, une stratégie française sur le terrorisme et éventuellement une stratégie, très justement, une stratégie qui dépasserait la logique comptable.
ou les 4 canons, ou les 50 arrestations, ou les cibles bloquées. Moi, je ne sais pas. Mais est-ce que ça veut dire, pour comprendre que, hors la défense des libertés publiques, allez, admettons, on la met un peu de côté, les phénomènes, par exemple, de surveillance de masse, c'est pas forcément le pied de la lutte antiterroriste. Je me souviens d'un briefing il y a très longtemps fait par la NSA qui nous avait expliqué comment ils arrivaient à la demande à intercepter. Donc ils avaient un recueil de masse potentiel. C'était pas un recueil de masse permanent. C'était potentiel. Donc en gros, on leur disait d'allumer la lumière dans une pièce. La lumière dans une pièce. Et puis après, ils concentraient leurs moyens et ils pouvaient, en quelques heures, bon, c'était il y a très longtemps quand j'étais encore en activité, arriver à affiner donc sur des numéros de téléphone, des adresses IP, des choses comme ça. Je ne crois pas pour l'instant au fait qu'il y ait une surveillance de masse. Je crois au recueil de masse et je crois à la capacité du fait qu'on puisse, dans les services de renseignement occidentaux, russes, chinois, qui vous voulez, qu'on puisse très rapidement aller à la cible qu'on recherche. La question, c'est qu'effectivement, une fois que vous avez ces moyens-là, vous êtes tenté de vous en servir. C'est un premier point. C'est un confort. C'est un vrai confort. Le deuxième point, c'est que avant de commencer à faire des choses qui sont dénoncées très justement par la Quadrature du Net et par d'autres, il faut se demander ce qui aurait pu être évité. C'est ce qu'on appelle dans l'Eurotex, hein, c'est les commissions d'enquête. Le retour d'expérience. Le retour d'expérience, donc un travail... Intermilitaire, c'est ça, hein. Exactement. Alors, j'en parle sous le contrôle du colonel Goya, mais quoique les services le font aussi. Mais en gros, avant de changer de voiture, est-ce que celle-là est vraiment en panne ou pas ? Et à quel moment est-ce qu'il y a eu un gros problème ? Dans certains cas, il y a eu effectivement un gros problème. On s'est rendu compte, après le 11 septembre, la commission d'enquête américaine est très bien là-dessus, qu'il y a une série de dysfonctionnements lourds, de coordination lourde. On n'est pas sur du tactique, on est sur des vrais problèmes de... Le FBI à Washington n'écoute pas les gens d'Arizona, n'écoute pas les gens de Floride. La CIA dit des trucs, les douanes s'en moquent complètement, les gens rentrent aux États-Unis comme dans un moulin. Bon, ça, c'est du lourd. Dans certains autres cas, on est sur des dysfonctionnements tactiques. C'est le joint qui n'a pas été changé dans une raffinerie et qui fait qu'à un moment donné, il y a un accident. C'est l'avion qui tombe parce que ça fait des années qu'on n'a pas entretenu telle trappe et puis voilà, à un moment donné, elle s'ouvre. Et elle s'ouvre en général en vol et pas au sol. Donc là, c'est pareil. Est-ce qu'il faut nécessairement, et tout à l'heure, Adrien le disait très justement, est-ce qu'il faut tout de suite voter des lois que les services demandent en disant sans ces lois-là, on ne fera rien, alors qu'on ne demande pas aux services ce qui a raté? On a déjà fait le crash test, quoi. Moi, je veux bien que les services aient dit. Alors, je vais certainement choquer une partie de l'Assemblée et tous aux spectateurs, mais pourquoi pas donner des moyens techniques aux services en étant sûr qu'ils en ont vraiment besoin. C'est-à-dire en étant certain que lors d'une enquête indépendante exercée, et je ne parle pas de la commission d'enquête du 13 novembre, je parle d'une commission d'enquête indépendante qui aurait accès à toutes les données et qui dirait, bah, effectivement, là, on a 130 morts et on a raté un truc parce qu'on n'a pas eu les moyens de les voir. Et donc, politiquement, humainement, nécessairement, humainement, il nous faut ces moyens. Et puis dans d'autres cas, on se rend compte que finalement, machin aurait parlé à bidule, où il y aurait eu plus de magistrats dans une antenne de province, où le procureur aurait été correctement formé, où les policiers n'auraient pas été débordés. Peut-être qu'on aurait pu éviter quelque chose. Et justement, dans les solutions à apporter, il y a quelque chose que je voudrais vous soumettre. Et juste avant, on a été assez critique sur l'agitation du gouvernement de gauche. Soyons équitables. Parlons un peu de l'agitation et des propositions de l'opposition de droite. On l'a vu notamment après Nice. Alors, il n'y a pas que de la démagogie et des mesures électoralistes, mais aussi, je pense, un peu comme pour nous tous, de la peur derrière ces propositions. On a vu un député proposer de munir chaque policier d'un bazooka, ce qui continue de faire rire un lance-roquette. Je crois qu'il avait dit bazooka, mais ce qui continue en tout cas de faire rire tous les policiers. Des maires ont voulu nous imposer l'interdiction de la burkini en faisant croire que ça aiderait à résoudre la question du terrorisme. Et un candidat à la présidentielle, ex-président, continue à insister sur l'internement de tous les fichiers, internement préventif de tous les fichiers S, alors que s'il lisait Mediapart, il saurait que la DGSI, entre autres, est absolument contre cette mesure. Il y a quelques semaines, dans un entretien à l'Express, l'écrivain Laurent Godet déclarait à propos de cette vague d'attentats « Il faut tenir, il n'y a pas d'alternative. Le plus compliqué, c'est qu'on a besoin de sang-froid, individuellement et collectivement, face aux attaques terroristes. La République doit offrir ce sang-froid-là. »
quand j'ai relu ça, je me suis dit, c'est quelque chose qu'on trouve dans votre livre, Antoine Garapon, c'est quelque chose aussi qu'on trouve dans les écrits d'Yves Trontignon. Alors, je ne vais pas vous demander de faire les exégèses de la pensée de cet auteur, mais pour vous, qu'est-ce que c'est parce que c'est bien beau de dire qu'il faut avoir du sang-froid, mais comment ça se manifeste concrètement ? Comment donc devons-nous résister à la peur qui nous envahit et encore une fois, elle est totalement légitime au regard des victimes. Eh ben, il me semble que comment dirais-je, il faut savoir que le risque, ça peut se partager et qu'il ne faut pas proposer. Je frappais quand même de la faiblesse du débat français en matière de sécurité. Parce qu'on veut des choses immédiatement compréhensibles, alors qu'en fait, ce sont des problèmes complexes. Et je vais prendre l'exemple de la prison. On peut prendre l'exemple de la fiche S. Effectivement, incarcérer tous les gens qui font l'objet d'une fiche S est une absurdité. C'est une absurdité stratégique. Ça consisterait à regrouper, à faire des escadrons pour l'armée, pour l'État islamique aux frais de la République. Parce que, encore une fois, le gros problème, c'est le problème de coordination. Deuxièmement, ça affaiblirait durablement notre position, parce que vraiment, ça coûterait très très cher à garder. Ce sont des gens dangereux, et donc qui réclament une garde spéciale. Ça affaiblirait durablement le message de la France et sa position à l'international, vu qu'on serait directement condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une très mauvaise idée. Mais je vais prendre l'exemple de la prison. On ne peut rien faire si on ne fait pas de numerus clausus. Un vrai numerus clausus. Un vrai numerus clausus. Non, un vrai numerus clausus. C'est-à-dire que le milieu pénitentiaire, les très peu nombreux, les éducateurs qui sont très peu nombreux ne peuvent rien faire, les aumôniers ne peuvent rien faire, personne ne peut rien faire. Le numerus clausus, pardon, c'est temps de place, temps de prisonnier. Temps de place, temps de prisonnier. Et donc, on assure un encellulement individuel, autant que faire se peut. On peut faire un travail qui est à la fois un travail thérapeutique, un travail de renseignement, de détection, un travail, alors pour les jeunes prétendument radicalisés, un travail avec les imams, avec le personnel pénitentiaire, bref, un vrai travail de sécurité. Et donc, il faut expliquer à nos compatriotes que le numerus clausus, c'est pas du laxisme, c'est pas une mesure en faveur des détenus, c'est la condition pour faire un travail sérieux. Idem pour ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire pour des réactions intelligentes pour les jeunes borderline, ceux qui sont signalés, qui sont préoccupants, qui n'ont encore rien fait, et qu'il ne faut pas criminaliser trop tôt, et qu'il faut même criminaliser le plus tard possible, et pour lequel il faut prendre des mesures, bien évidemment. Donc si on n'explique pas à nos compatriotes qu'il y a des mesures dont on ne comprend, qui ne sont pas directement efficaces, mais qui sont la condition de toutes les autres, et qui sont la condition pour une sécurité de long terme, eh bien, je crois qu'on ne peut pas avancer. Et c'est ça dont nous avons besoin. Nous avons assez de lois. Il y a beaucoup de lois en France. On a 44 lois depuis qu'on a accumulé comme ça, coup sur coup. On n'a plus besoin de nouvelles lois. On a besoin peut-être de repenser les garanties. C'est-à-dire, pour l'instant, il y a de la même manière qu'il y a une guerre des policiers, un petit peu une guerre des juges entre le Conseil d'État et la Cour de cassation. Et il faudrait, moi j'appelle... C'est-à-dire entre l'administratif et le judiciaire. Oui, c'est ça. Entre deux conceptions, deux philosophies juridiques. Exactement. Ouais. Et deux sensibilités, deux histoires. Le Conseil d'État a une histoire très glorieuse. Il a protégé nos libertés, c'est pas la question, mais il intervient a posteriori. Et il est aussi partenaire du gouvernement dans la fabrique de la loi. Il est partenaire également du gouvernement, ce qui mériterait d'être clarifié. Parce qu'on le stigmatise parfois, l'espèce de conflit d'intérêts institutionnel du Et il rend une justice de grande qualité, mais il ne peut pas intervenir en temps réel. Or, le problème des perquisitions, c'est qu'une fois que la perquisition est faite, une fois que la porte est défoncée, le mal est fait. Le mal est fait. Lorsque il y a des perquisitions de confort ou des assignations à résidence de confort de la part des services de police pour ne pas être débordés sur la COP 21, eh ben, à l'évidence, il faut mettre un coup d'arrêt. Donc, il me semble, moi j'appelle de mes voeux la création d'un juge spécialisé, habeas corpus, à la française, qui puisse intervenir le plus rapidement possible pour les multiples questions aux libertés, les multiples défis aux libertés qui sont posés par l'action, alors l'action policière, mais surtout quand elle se rapproche de mesures coercitives, d'assignation à résidence, et bien sûr d'incarcération. Vous savez, quand on parle, par exemple, du droit du travail, il y a toujours des débats, et parfois des hommes politiques qui viennent avec comme ça le code du travail, en disant mais regardez le code du travail français, comme ça, on peut rien faire avec un code pareil. Vous parliez justement, vous, de l'espèce d'empilement législatif.
Est-ce que j'outre ma question volontairement, Oui. mais est-ce que le trop-plein législatif ou la compilation de lois, notamment antiterroristes, notamment depuis 1986, est devenu en fait un problème dans l'efficacité judiciaire? Non, parce que en fait, ça nous sert, c'est l'équivalent du rétex pour les juges, c'est-à-dire que et pour les services de police. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que la France a connu avant les auros pays, notamment avant les États-Unis, des attentats islamistes, et qu'elle a adapté son dispositif. Et que son dispositif s'est avéré relativement efficace. Donc, adapté, oui. Maintenant, je crois qu'on a véritablement tout ce qu'il faut. Et c'est, entre parenthèses, ce qui a permis à la France de garder le traitement du terrorisme dans le judiciaire et de ne pas faire disjoncter son système avec un Guantanamo et avec les Anglais ont aussi d'autres problèmes. Donc, ça a été quelque chose de positif. Maintenant, il faut être très vigilant, c'est que le terrorisme, depuis quelques années, ce qu'on a appelé le terrorisme global avec Michel Rosenfeld, qui est professeur aux États-Unis, donc il connaît bien le système américain, il est d'une nature différente en raison de son caractère de masse. Et donc, aujourd'hui, il nous faut des protections adaptées qu'il faut inventer, mais non, plus de loi. Alors, on a vu la réponse collective éventuellement à apporter par les collectivités. Adrienne Charmet, quelle réponse, je reviens à cette idée, cette notion de sang-froid que nous devons avoir individuellement, la solution passe par le maintien de notre mode de vie, de la défense de ces libertés que vous défendez. Oui, on a beaucoup entendu, notamment dans le monde politique, que la sécurité était la première des libertés et que donc si on critiquait les législations sécuritaires, en fait, on était contre les libertés puisqu'on était contre la sécurité. Il y a une espèce de jeu de vocabulaire. Nous, on considère que la liberté, c'est une sécurité. Les libertés, ce sont des formes de sécurité. Que si on veut penser long terme, sans froid, bonne marche de la société, justement pas perdre pied, pas déraper, on a besoin d'avoir en permanence cette question de la défense des droits fondamentaux en tête. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait jamais dans les études d'impact l'impact d'une loi sur les droits fondamentaux. C'est pas qu'en France, c'est malheureusement en train de contaminer aussi le droit européen. Il y a une directive antiterroriste en ce moment en cours de discussion à Bruxelles où la France fait une pression très forte pour étendre ces mesures au niveau européen. Il n'y a pas du tout d'études d'impact. Ils ont dit bon, on n'a pas le temps. Genre, une directive européenne, ça met 1 an et demi, 2 ans à se faire. Ça reste en place assez longtemps. Pas le temps de faire une étude d'impact au niveau européen sur une législation antiterroriste. On est vraiment dans un traitement trop léger, vraiment trop léger de l'impact de ces législations à long terme. On disait en interne dans l'équipe de la Quadrature après le 13 novembre, quand on voyait un peu le dérapage tout azimut de déclarations, qu'on allait finir par nous réinstaurer la peine de mort avec contrôle du juge administratif a posteriori. Ce qui nous faisait beaucoup rire. En gros, on commence par taper, et ensuite on se dit ah oui, peut-être on n'aurait pas dû faire comme ça. On voit dans les législations sur le renseignement qu'il y a des problèmes avec une équipe de juristes dont font partie certaines personnes de la Quadrature. On a renvoyé la loi renseignement devant le Conseil constitutionnel qui a censuré une part assez importante pour défaut de contrôle de cette loi renseignement. On a vraiment besoin de garder, tant sur le plan législatif que politique et individuel en tant que personne, un discours assez froid et prendre toujours la balance. Si vous regardez le monde avec une vue toujours de lutte antiterroriste, vous finissez par voir des terroristes partout. On a cruellement besoin, en politique, je fais assez confiance au judiciaire là-dessus, mais en politique et dans le milieu du renseignement, de la police, de l'armée, etc., d'avoir une pensée à long terme sur l'impact et d'écouter, de ne pas mépriser. On a senti quand même depuis 2 ans, 2-3 ans, un grand mépris de la part du gouvernement pour toutes les personnes. Il n'y a pas que la Quadrature, il y a beaucoup d'associations qui critiquent les législations sécuritaires. Il y a un grand mépris pour la défense des droits fondamentaux. Dans un pays qui se targue d'être le pays des droits de l'homme, il y a vraiment la déclaration. La déclaration, oui. C'est pas pareil. Oui, d'accord. Non, il y a un vrai problème, à notre sens, de dérive politique. En plus, aujourd'hui, on peut pas ignorer le fait que ça peut avoir des conséquences lourdes dans une année électorale. Alors, une dernière question peut-être là, à l'attention de Michel Goya et Yves Torreton. Tortillon, pardon. Excusez-moi, je fatigue.
On a parlé des failles, on a vu qu'elles étaient nombreuses et qu'elles touchaient différentes administrations. Voilà. En même temps, si on constate, il y a le 13 novembre où on a un commando composé d'Irakiens, de Français et de Belges entraînés dans les camps de l'État islamique qui sont projetés avec des armements, de l'explosif. On va retrouver la fin de cette cellule sur les attentats de Zaventem en Belgique. Et depuis, on a des attentats low cost avec un camion, ce qui a fait énormément de morts, on l'a vu malheureusement, avec des couteaux. Mais ce ne sont des gens qui n'ont pas pu partir, qui n'ont pas été vraisemblablement subi les mêmes entraînements. Et depuis 2 ou 3 mois, j'espère ne pas être contredit dans les heures et les jours qui viennent, il n'y a pas d'attentat. Les services déjouent sur le ressort de nos territoires une série de projets plus ou moins avancés, ça peut se discuter, mais n'empêche qu'il y a des interpellations en amont. On a vu déjà qu'en Syrie et en Irak, l'EI connaissait des difficultés. Donc ma question, elle va être toute simple. Est-ce qu'à l'heure actuelle, cela va mieux? Est-ce qu'on est en train de voir peut-être pas le bout du tunnel, ne soyons pas naïfs. Voilà. Est-ce qu'il y a une raison d'espérer en ce moment ou est-ce que c'est un nuage de fumée? Ce sera le mot de la fin. Vous donnez la dernière note. Je suis arrivé à la DGSE en 96. En 96, c'était donc quelques mois après l'assassinat des moines de Tibérine et 1 an après la campagne d'attentat du GIA en France. Et depuis 1996, je n'ai cessé, en tant que fonctionnaire et après en tant qu'amateur, écrivant tout seul dans mon coin, de voir le phénomène se complexifier et prendre de l'ampleur. Donc, quand on a une phase d'accalmie, il faut s'en réjouir, il faut en profiter. Et il faut lui trouver des causes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une accalmie? Je serais enchanté d'apprendre que l'accalmie est due à l'efficacité accrue, la coopération renforcée entre services. Les Allemands arrêtent des gens de plus en plus régulièrement sur le territoire national allemand. Les Britanniques se disent très inquiets de la sortie d'ici quelques jours de plusieurs dizaines de détenus qui ont été incarcérés après le 11 septembre et après 2005. Les Espagnols arrêtent des gens toutes les semaines. On sait qu'en France, on arrête des gens aussi. Donc les services font leur travail, les autorités font des points de presse réguliers avec des bilans, très bien. D'expérience, mais mon expérience est très modeste. J'ai passé 10 ans à DGSE, je ne suis pas un très grand ancien, et c'était il y a longtemps. C'est que quand c'est calme, c'est trop calme. Et le trop calme devient la paix quand il dure longtemps. Donc du calme qui dure 3 mois, c'est quelque chose d'inquiétant. Quand ça dure 3 ans, on se dit, eh ben voilà, c'est super. Et quand on est à l'extérieur du monde du renseignement et du monde de la magistrature spécialisée, on se dit, il se passe des choses qui marchent. Et je ne les connais pas, mais je m'en félicite en tant que citoyen tout à fait anonyme qui bénéficie de l'État, de son efficacité. À titre très personnel, je ne suis pas d'un optimisme si criant quand je vous parle ce soir. Oui, Michel Goya. Comme disait Yves, déjà la guerre, ça fait 20 ans qu'elle dure, hein, au moins, avec des phases plus ou moins violentes. Là, on est dans une situation où l'État islamique subit des coups, reflue, effectivement. Bon, pour autant, on ne sait pas ce qui va survenir. Même s'il disparaît, je rappelais que l'État islamique a failli mourir déjà, a failli disparaître en 2007-2008. Et qu'il est rené de ses cendres et s'est transformé. Donc, quid de l'avenir de l'État islamique sous cette forme ou une autre, on ne sait pas. Quid de Al-Qaïda, tout simplement. Al-Qaïda est toujours là, il y a toujours des filiales qui sont bien importantes. C'est encore une menace. La France, on ne sait pas ce qui va sortir du monstre syrien. On ne sait pas quels monstres vont sortir de ce conflit. Quid aussi des centaines de Français partis et qui... les revenants. Qui est donc peut-être sur le retour pour certains. Donc oui, je pense que la guerre continue. Mais il faut garder son sang-froid, effectivement. Il faut voir un peu à long terme, garder son sang-froid. Et puis se dire que de toute façon, à long terme, on l'emportera, quoi.